Donc, il y avait des réponses maoïstes organisées pour répondre justement aux mesures prises par Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Des mesures qui, encore une fois, avaient pour objectif de retourner la situation désastreuse créée par le Gouvernement à une situation plus normale. Et comme je l'ai dit tantôt, l'idée derrière tout cela était de retourner vers l'ordre, retourner vers un peu de discipline et était aussi de permettre aux paysans de faire un peu ce qu'ils voulaient, ce qui a fini par permettre le retour de certaines pratiques traditionnelles ou féodales, pour utiliser le langage préféré de Mao Zedong et les communistes, euh, en ce qui concerne la vie quotidienne, les mariages, les funérailles, etc., etc. Mao Zedong et ceux qui étaient de son côté ont répondu à cela avec ce qu'ils ont appelé le mouvement de rééducation socialiste entre 62 et 64. L'objectif de ce mouvement a été de mettre fin aux pratiques corrompues dans la Chine rurale. Les pratiques corrompues avaient à voir avec ce que faisaient les paysans, le retour du féodalisme. Aussi, c'était un effort pour punir les cadres locaux qui, selon Mao Zedong et ses confrères, étaient complices. Les cadres locaux ont fini par se faire pointer du doigt par tout ce qui avait tourné au vinaigre lors du Grand Bond avant. C'était pas juste du tout, c'était pas leur initiative, même si le Grand Bond avant prétendait être décentralisé, en fait, les initiatives venaient presque toutes d'en haut et aucun cadre local n'aurait jamais pris les décisions prises pendant le Grand Bond avant. Après coup, malheureusement, les cadres locaux se sont fait blâmer pour beaucoup de ça. Ils étaient pas mal mécontents de ce genre de traitement. Donc certains ont, je dirais pas tourné le dos au parti, mais ils étaient moins attentifs, moins obéissants qu'avant, ce que Mao Zedong a vu comme une forme de corruption. Et donc, l'idée, encore une fois, du mouvement de rééducation socialiste a été de mobiliser la masse paysanne un peu à la Yunnan, dans le style de la guerre de résistance contre le Japon, de monter les paysans contre les cadres et contre tout ce qui n'était pas communiste, dans l'optique de relancer le mouvement révolutionnaire qui avait été pas mal ralenti par les échecs des deux premiers mouvements dans cette série de trois mouvements, trois campagnes dont on discute aujourd'hui. Et il y avait une réponse aussi de la part de Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, encore une fois, le leadership actuel ou le leadership qui avait remplacé celui de Mao Zedong. Eux, ils ont dit, OK, oui, il y a de la corruption, il y a peut-être les paysans qui ont développé une préférence pour les façons de faire traditionnelles, mais c'est surtout pas nécessaire de mobiliser la masse pour cela. Ce qu'on va faire, nous, le gouvernement, on va envoyer des équipes d'enquêteurs qui vont faire des rapports. Donc, c'est l'équivalent de former un comité. Donc, c'est-à-dire que Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, ils considéraient que même s'il y avait des problèmes au niveau des villages, en matière de corruption, en matière de mariage, de funérailles traditionnelles, ce problème était moins grave que le problème d'une mobilisation pas contrôlée. Donc, eux, ils ne voulaient rien savoir de ce retour vers Yunnan. Mao Zedong et ceux qui étaient du côté de Mao Zedong avaient pris cette décision de la part de Liu et Deng comme preuve que le gouvernement n'était plus fiable, qu'il fallait réfléchir sur les mesures à prendre pour faire en sorte que la révolution se poursuive. Dans la révolution culturelle, qui va commencer en 66, mais avant le début formel de la révolution culturelle, Mao Zedong, qui était un fin stratège, a décidé de construire
ou d'aller de l'avant avec la création de son culte à lui. Faut dire que ça existait déjà. Mao Zedong était le symbole principal de la révolution. Il était à la fois aimé et craint par le peuple. Son image était partout. C'est lui qui menait la danse tout le temps. Il n'aimait pas partager le pouvoir. Et donc, les éléments de son culte avaient existé depuis la période de Yan'an, je dirais, et ça avait continué à croître au cours des années 50. Les seuls moments où il y avait une véritable résistance au culte de Mao Zedong, c'était au lendemain de la chute de Staline. Pas la mort, mais la critique de Staline lancée par le nouveau régime en Russie. Et là, Mao Zedong avait souffert un peu au jeu d'une certaine partie du monde qui l'entourait, ceux qu'il connaissait le plus, ceux qui savaient à quel point il était affamé pour le pouvoir, difficile à contrôler, autoritaire, etc., etc. Quoi qu'il en soit, son culte avait reçu un coup aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, après le Grand Bond justement à cause de la catastrophe que lui avait créée. Et donc, euh, pendant cette période-ci, c'est-à-dire au début des années 60, mort, euh, on vient à ressentir le besoin de travailler de nouveau sur son culte. Il travaille et c'est intelligent de travailler ainsi. Il commence dans l'armée. Si on va, bon, il était en train de réfléchir sur quoi faire pour sauver sa révolution, et ça va finir dans un coup d'État monté de l'intérieur. Et si on va faire cela, si on va essayer de monter un coup d'État contre un régime communiste, un régime autoritaire, de l'intérieur, malgré le culte, malgré la popularité qu'on peut avoir, il faut quand même avoir de l'aide sérieuse matérielle. Et donc, en tant que bonhomme intelligent, Mao Zedong s'est tourné vers l'armée. Et donc, vous voyez sur l'écran une série de mesures qu'il a prises. Lin Biao, en général, remplace Peng Dehuai, celui qui avait critiqué Mao Zedong euh, à la conférence de Lushan euh, pour les erreurs commises au cours du Grand Bond avant. Donc, Lin Biao le remplace. Lin Biao est un proche de Mao Zedong. Il est connu pour être plus rouge que les rouges. Mao Zedong fait rédiger et circuler le petit livre rouge, connu sous le nom de Les citations du président Mao. En 63 encore, il y avait des campagnes pour améliorer l'état idéologique de l'armée de libération populaire, entre autres étudiant Lei Feng. Lei Feng, on va voir les images de lui tout à l'heure, c'était un soldat qui avait tout fait pour la révolution. Il est devenu un modèle étudié par beaucoup. On ne sait pas s'il a vraiment existé, Lei Feng. Il était supposé être quelqu'un qui avait tout sacrifié pour le peuple, pour la révolution, et il est mort en faisant des sacrifices. Mais chose curieuse, après sa mort, ils avaient découvert une tonne de photos de lui prises en faisant des gestes, des activités de sacrifice et révolutionnaires, même s'il était supposé avoir fait tout cela dans l'anonymat. Alors ça rime pas du tout. Il y a quelque chose qui tourne par an. Quoi qu'il en soit, il y avait une campagne menée au sein de l'armée pour essayer de convaincre tous les soldats d'être des martyrs exemplaires. Autre chose, Lin Biao, le général qui est à la tête de l'armée, fait augmenter la représentation des membres du Parti communiste au sein de l'armée. Il crée des liens entre l'armée et les milices civiles. Les milices civiles, c'est bon, c'est ce que ça dit, milices civiles qui sont dans les villages et ailleurs. C'est des groupes de personnes armées
qui sont là pour assurer la sécurité. Et en 65, les rangs des classifications militaires sont abolis. Donc la notion dans tout cela, c'est de façonner une armée qui sera là pour aider Mao Zedong et qui sera aussi le symbole de l'égalitarisme pur et dur. Et cela, une fois sa prise sur l'armée assurée, Mao Zedong procède aux prochaines étapes. Les gardes rouges émergent. On est dans l'été de 1966. Les gardes rouges, c'était les jeunes. Les jeunes, à l'origine, au tout début, les universitaires. Après, ça comprend les gens au secondaire, les adolescents, etc. Mao les recrute, il les appelle pour l'aider dans sa lutte contre tout ce qui est révisionniste ou tous ceux qui suivent la ligne capitaliste. Ils répondent parce que c'est Mao Zedong, parce qu'ils sont jeunes. Donc, c'est les gens qui sont nés dans la Chine communiste, les gens qui croient sincèrement dans tout ce que dit le leader et le régime. Et les jeunes en Chine et ailleurs sont souvent les éléments les plus radicaux, les plus prêts à lancer, à jouer le tout pour le tout. Et c'est ce qu'ils font. Mao Zedong les encourage de faire plein de choses. On voit les activités locales, l'affichage des Dazibao. Dazibao, ça veut dire les affiches en gros caractères. Bah, il s'agit surtout des slogans, éventuellement des attaques sur les autres. Et c'est affiché publiquement. L'idée étant de faire de l'agitation. Donc, ça fait des campagnes publiques pour certaines choses, contre certaines autres choses, pour certaines personnes, contre certaines autres personnes. Il y a l'étude du petit livre rouge, qui est devenu quelque chose de vraiment exceptionnel. Tout le monde avait à apprendre par cœur toutes les citations du président Mao. Il y avait des compétitions où quelqu'un dirait juste le numéro 323 et tout le monde irait vite pour réciter par cœur la citation 223. Et ils en sont venus même à pouvoir réciter à l'inverse, commençant par le dernier caractère de la citation. Puis il y avait aussi des manifestations sur les campus universitaires et secondaires, donc un peu de n'importe quoi, les menaces qui visaient les autorités. Il y avait aussi la campagne de destruction des quatre vieilleries en automne et été de 1966. La prétention ici, c'est que la révolution culturelle sera une deuxième tentative de refaire la culture chinoise, à l'instar du mouvement du 4 mai, qui était aussi une révolution culturelle. Donc, ils s'en prennent à les quatre vieilles choses, l'art, littérature, les images. Je ne me rappelle plus quelles sont les quatre. Mais l'idée, c'est qu'on s'en prend physiquement à tout ce qui représente la culture qui n'est pas la culture communiste. Donc, ça pouvait être les albums de jazz qu'avait un professeur, ça pouvait être tout ce qui était bourgeois occidental, tout ce qui était vieux et traditionnel. Les temples religieux étaient l'objet d'une destruction massive. Les gardes rouges rentrent dans les temples et ils cassent tout simplement les icônes, tout comme Hong Xiuquan et les Taiping l'avaient fait il y a très longtemps. Puis à un moment donné, au cours de l'automne, Mao Zedong encourage le Quanlian, c'est l'échange des expériences révolutionnaires. Et ça voulait dire que les gardes rouges, en fait, tous les jeunes, étaient libérés. Il n'y avait plus d'école. Ils ont annulé l'école pendant 3 ans. Et donc les jeunes étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ce que Mao Zedong a voulu qu'ils fassent, c'est qu'ils voyagent, ils quittent le village ou ils quittent la petite ville où ils vivaient, qui prennent le transport, qu'il soit le train ou le bus qui était gratuit pour les révolutionnaires, et donc qui viennent en masse dans les grandes villes
pour faire peur, justement, à n'importe qui osait ne pas s'impliquer dans la révolution culturelle. Donc ça a fini dans les immenses défilés à Pékin au cours de l'été, de l'automne de 1966. Et donc c'était une façon de se montrer puissant devant les ennemis possibles. Et tout ça a fini par paralyser pas mal le gouvernement. Pas tout de suite, ça a pris du temps, mais personne n'osait sortir pour critiquer Mao Zedong, ni les gardes rouges, ni l'armée. Donc, on voit à l'appui, ça c'est Mao Zedong en plein costume militaire, et on voit le petit livre rouge à la main du général à côté de Mao Zedong, et on voit les soldats autour. Bien sûr, l'objet est de faire peur, de donner l'impression à tout le monde que Mao Zedong avait l'appui total de l'armée rouge. Là, c'est Mao Zedong et les gardes rouges, les jeunes, évidemment. Ça, je dirais que c'est les étudiants du secondaire, probablement. Et il faut dire que les gardes rouges finissent par être armés, parce qu'ils étaient des alliés de l'armée, et ça finit dans les bagarres militarisées entre les groupes de gardes rouges. Et il faut dire que les ouvriers se sont joints aux gardes rouges à un moment donné, et il y avait aussi des bagarres entre les groupes d'ouvriers, au point où, arrivé à 68-69, certaines villes de la Chine étaient pas mal paralysées par les conflits à pu jamais finir entre les groupes armés. Le mouvement au total. La tête de Mao Zedong qui flotte, qui plane au-dessus de tout, et le peuple entier qui chante ses louanges d'en bas. Encore des gardes rouges qui récitent le petit livre rouge. Les tout petits qui font la même chose. On voit pleinement le culte de Mao Zedong, du président. Il y avait du kitsch révolutionnaire aussi. Je pense pas que c'était vu comme du kitsch. Ça, ce que ça représente, c'est les intellectuels qui se font critiquer et battre par les gardes rouges. C'est marqué à bas les contre-révolutionnaires. On verra les vrais faux. Encore des gardes rouges. Les dates de bord, les affiches à grand caractère. Ça, c'est à Xinjiang, dans l'extrême nord-ouest. La population musulmane n'était pas épargnée. Mao Zedong surveille les activités agricoles. Les gens lisent les dates de bord à Beijing. On voit un peu la frénésie, le mouvement que ça a occasionné. Mao Zedong et Lin Biao, le général, qui va devenir l'héritier présomptif de Mao. Encore des images de Lin Biao. Ça, c'est les Fang, le top des top modèles, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, il est très content de réparer un moteur qu'il. Voilà son image. Les enfants sont appelés à émuler les Fang. Voilà son esprit de lutteur. Voilà, il prépare les souliers de quelqu'un. Il lit aux enfants qu'il adore. Il a légué son chapeau à cette jolie fille. D'autres trucs qui parlent de Mahoménia, des briquets ou badges, diagramme des points d'acupuncture avec code Mao Zedong comme modèle. Il y avait de quoi. Montre, badge, encore des. Puis on continue. Après
ce premier mouvement qui avait pour objectif de mobiliser les jeunes et l'armée pour faire figure de force, il arrive ce qu'ils ont appelé feu sur le quartier général en hiver de 67. Ça, c'était la commande est sortie de Mao Zedong, que les gardes rouges doivent retourner chez eux pour faire la révolution. Et ça veut dire, par révolution, on veut dire la prise du pouvoir aux écoles, aux bureaux gouvernementaux, aux usines. Il y avait des luttes contre les cadres, contre les intellectuels, contre les ennemis de classe qui étaient partout. Il y avait également l'envoi des cadres aux écoles des cadres qui se trouvaient à la campagne, donc des centaines de milliers de personnes qui devaient quitter leur boulot, quitter la ville, s'installer à côté des paysans pour, entre guillemets, apprendre à partir des paysans, même si les paysans ne voulaient rien savoir de tout cela. Il est évident que tout ça était assez difficile à coordonner. Il n'y avait plus d'ordre public, donc il n'y avait plus de police vraiment, il n'y avait plus de vie ordinaire. Tout le monde était constamment dans la rue à chercher les ennemis de la révolution ou à discipliner quelqu'un. Et donc ça finit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des bagarres assez importantes entre les groupes dont certains avaient l'appui de l'armée, d'autres moins. Et donc c'est le désordre généralisé qui dure un an ou deux. Et c'est à ce moment-ci qu'on voit aussi la montée de Jiang Qing, c'est la femme de Mao Zedong, qui crée un art révolutionnaire qui va appuyer les démarches de la révolution culturelle, la révolution à Shanghai, les intellectuels qui se font critiquer et battre très souvent jusqu'à la mort. Jiang Qing, la femme de Mao Zedong, qui en est venue à être extrêmement détestée par tout le monde, même si elle était belle quand elle était plus jeune. Voilà d'autres images de les exemples de l'opéra révolutionnaire. Donc, ils ont transformé les opéras traditionnels, leur donnant des thèmes de révolution, de guerre, etc., comme on voit dans Taking Tiger Mountain by Strategy. Voilà, ça c'est assez représentatif aussi, avec le fusil, le costume militaire. D'autres images qui vont dans le même sens. Encore de l'art révolutionnaire. À un moment donné, ça va trop loin et Mao Zedong fait un rappel à l'ordre. Donc, il met sur pied plutôt les comités révolutionnaires en printemps-été de 67. Les comités tripartites sont établis, constitués des gardes rouges, des anciens cadres et des membres de l'armée. Donc, la notion, c'est d'en finir avec le chaos total et de retourner vers un ordre. Ce n'est pas très difficile, mais c'est un premier pas. Beaucoup de la population voit d'un très bon œil cette initiative. Ceux qui avaient fait du terrain en faisant la rébellion, la révolution, étaient moins contents. À l'automne de 68, dans un geste d'un grand cynisme, Mao Zedong envoie presque toutes les gardes rouges à la campagne, supposément pour la vie. Les jeunes sont supposés rester dans la campagne pour apprendre à partir des paysans. Et ça, c'est la fin effective de la révolution culturelle, parce que les jeunes sont partis, l'ordre est en quelque sorte pris. L'héritage de la haute vague de la révolution culturelle, c'est qu'on peut l'imaginer bien, même si c'est très difficile d'imaginer un chaos comme celui de la révolution culturelle. On n'a jamais vécu quoi qu'il soit comme ça, mais c'est facile d'imaginer que le parti et le gouvernement ont été complètement démoralisés. Il y avait bien sûr des conflits entre anciens ennemis, passivité, cynisme, peur de se faire critiquer, donc personne ne voulait faire quoi qu'il soit. Les divisions au sein du parti, particulièrement entre Mao et à sa gauche, parce que les gens comme Lin Biao avaient profité de toute cette ouverture vers la rébellion
pour, graver l'échelon, pour prendre tout le pouvoir qu'ils pouvaient. Les intellectuels étaient à la campagne, les gardes rouges finissent par se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Et ça traîne jusqu'à la mort de Mao Zedong. La période entre 69, la fin effective de la révolution culturelle, et la mort de Mao Zedong en 76 est marquée par des purges politiques, la chute de Lin Biao, les affaires plus ridicules l'une après l'autre. Tout le monde est démoralisé. Entre 72 et 76, c'est pas mal l'attente de la fin. Les écoles rouvrent à un moment donné, mais les universités ne prennent que les gens avec un bon background de classe. Donc les ouvriers, les paysans, les soldats, ça c'était Kundongbing en chinois. Bien sûr, les hauts cadres ont trébuché, ils ont triché, ils ont trouvé une façon de faire passer leurs enfants, et donc ça a rendu tout le monde plus cynique. Une des seules lueurs de l'espoir était Zhou Enlai et ses efforts de garder un peu de contrôle, de faire avancer un peu les choses. Lui avait annoncé la campagne des 4 modernisations qui était une promesse que la Chine allait aller de l'avant avec une modernisation économique matérielle. Il a aussi promu investissement dans l'industrie légère, une façon de dire aux gens qu'on pense à vous et pas juste aux grandes usines. Et il était aussi l'auteur du rapprochement avec les États-Unis, qui dans quelques années allait finir par changer la donne sur le plan géopolitique. La mort de Lin Biao plutôt, qui était supposé avoir quitté la Chine pour se sauver en Russie. En fait, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. La propagande de l'époque, comment expliquer tout cela? On a des questions toujours. Voilà certaines des perspectives et explications. L'âge avancé de Mao Zedong et ses craintes quant à l'avenir de sa révolution, ça c'est clair. Lutte des factions à l'intérieur du régime, ça c'était évident une fois le coup d'État avait été monté. Les ambitions de Lin Biao, les ambitions sont partout. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait un aspect social à la révolution culturelle. Les frustrations de beaucoup de monde par rapport à leur expérience sous le communisme. Les étudiants qui avaient reçu une éducation totalement patriotique, mais pour qui la vie matérielle n'était pas suffisante. Il y avait la frustration des jeunes citadins envoyés à la campagne et d'autres frustrations. Et à la fin, quelques petites images de Mao Zedong qui représentent que de l'argent. Un resto maoïste à Singapour, où tout le monde, tous les garçons s'habillent comme des soldats et servent des repas qui sont l'inspiration de ce qu'ils ont mangé pendant la révolution culturelle. C'était pas bon. Là, juste quelque chose que moi j'ai trouvé drôle. Et là, une image que j'aime bien, c'est Mao, la main droite de Mao, complètement à la dérive. Et pourquoi pas, ketchup Mao. Et dernier diapo, café commune du peuple avec l'image de Mao à côté du McDo à Beijing.